Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un jour différent des autres, sachez-le. Puisqu'hier nous étions lundi, aujourd'hui nous sommes mardi, c'est important de le dire. Ça change tous les jours. C'est ça qui est bien. Et hier nous étions le 3, aujourd'hui nous sommes le 4. Et attention, ça peut changer aussi demain, nous serons mercredi. Voilà, c'est important. C'était l'info, voilà, c'était le scoop du jour. C'est important de le dire. Bref, on est content de vous accueillir dans cette émission Les Vraies Voix de 17h à 19h tous les jours avec Philippe David. Ça va Philippe? Ça va très bien. Et vous? Ce qui est fou, c'est que je me fais rire moi-même. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est contagieux. Écoutez, tout le monde me regarde consterné. Pas une sorte de Laurent Ruquier, pas du tout. Mais moi j'adore ce genre de blague. Ils sont consternés. T'aurais pu dire c'est un jour comme les autres. Alain Philippe n'a toujours pas gagné l'étape du Tour, par exemple. Oh, on est méchants. J'aimerais vous voir sur un vélo. Oui. Ah ben jamais de la vie. Non mais j'ai pas assez de courage. On vous mettrait des petites roulettes. Ah ben ça vous j'adore. Il y a un petit moteur aussi, ça m'ira. Oui. Ça s'appelle une mobilette dans ce cas. Voilà, en scooter, je le fais le Tour de France, ça va. On fait avec les moyens du bord. Vous savez, ça n'est pas facile. Bref, on est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui. 0826 300 300 pour traiter de l'actualité avec nos éditorialistes qu'on vous présente dans quelques secondes. En attendant, le sommaire de cette émission. 17h30 dans la circulaire, le garde des Sceaux a ressorti tout un arsenal juridique pour sanctionner les primo-délinquants mineurs et leurs parents. Parmi les sanctions possibles, faire payer les dommages et intérêts des infractions commises par leurs enfants, Philippe. Oui, effectivement, la circulaire est claire. Je cite, le père et la mère sont solidairement responsables des dommages et du coût des dégâts causés par leurs enfants et donc peuvent être condamnés à verser des indemnisations ou des amendes. Par la voix d'Olivier Marleix, les LR demandent au procureur d'engager la responsabilité des parents sur la base de l'article L222-17 du Code pénal et de supprimer les allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants. Le RN, lui, condamne le manque de fermeté du gouvernement. Est-ce que pour vous, il faut sanctionner financièrement les parents de mineurs primo-délinquants? Est-ce que pour vous ce serait logique, comme il n'y a pas de condamnation à de la prison ou à des peines alternatives dans 90% des cas pour les mineurs, de taper comme on dit au portefeuille? Ou est-ce que pour vous c'est scandaleux? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et c'est un grand oui pour l'instant, 83%. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30 à Nanterre, Marseille, les tribunaux judiciaires ont prononcé dès vendredi en comparution immédiate les premières condamnations pour les pilleurs de magasins et les émeutiers. Pour la majorité d'entre eux, ce sera la prison ferme. N'est-ce pas la réponse judiciaire rapide, ferme et systématique que réclamait le garde des Sceaux, Philippe? Oui, une circulaire du garde des Sceaux qui avait déclenché le courroux d'avocats et d'associations de défense des droits de l'homme. Pourtant, certains juges se félicitent d'avoir prononcé des peines exemplaires pour stopper l'engrenage. Alors, est-ce que pour vous, il faut que les casseurs et les pillards soient plus durement sanctionnés qu'ils ne le sont, ou alors moins durement, puisqu'on ne va pas en prison pour un premier vol, voire même un deuxième ou un troisième d'habitude? Vous êtes choqué par cette sévérité ou vous trouvez qu'elle ne va pas encore assez loin? Encore et toujours un seul numéro, le 0826 300 300. Et est-ce que les premières sanctions contre les casseurs et pillards vous semblent-elles dissuasives? Vous dites non à 93%. Bienvenue, vous êtes dans les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et pour commenter cette actualité, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Mes chers animateurs. Oui, vous voyez, ça démarre bien Philippe, ça démarre fort, vous avez envie de dire. Ouh là là, ça a démarré. Ah oui, avec vous avez entendu Françoise de Gois. Vous avez compris que Françoise de Gois ne venait pas à vélo puisque elle vient en mobilette. Je viens en scooter, voilà, en et scooter. en bus. Et en voilà, bus. tout ce qui roule avec un moteur, c'est possible électrique. Oui, c'est Là, possible. je les regarde à la télé, là, dis donc, ce qu'ils sont beaux avec leur maillot. Jean Dorido est avec nous. Bonsoir Jean. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. J'espère que vous l'avez utilisée ces derniers temps, cette application, et qu'elle vous a bien aidé. On ne peut plus utile, effectivement, dans cette période tragique. Oui, et fragile surtout. Marie-Christine est avec nous. Elle nous appelle d'Eure-et-Loire. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Marie-Christine. De quelle ville Marie-Christine? Oh, c'est un petit village qui s'appelle Favrol. Ah, c'est à côté de Chartres ou de Dreux? Entre les deux. Ah vous savez que Chartres 27 ou 28, je vais alors. dévoiler quelque chose, est la ville natale de Cécile de Ménibus. Ouais. Non. si, si. Ça rose. Vous n'avez pas vu la statue à l'entrée de la ville? Non, mais ils l'ont enlevé. Il y a la plaque, une plaque Non, normalement. mais il y a un petit oratoire, enfin, vous n'allez pas le quand même. faire tous les Un jours. oratoire, une cathédrale, carrément. Un oratoire à côté de la Non cathédrale. mais Philippe, vous avez bien raison. Je pense qu'on va mettre une statue à l'entrée du studio et je vous demanderai à chaque fois que vous rentrez de vous prosterner. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Ça, dise? si ça porte bonheur, je suis prêt, je suis ok.
Marie-Christine, vous faites quoi dans la vie? Retraitée. Ah. Donc je suis Quel beau métier. complètement débordée. Ah bah Comme oui. tous les retraités. Non mais j'ai l'impression que moi les retraités ont plein de choses à faire déjà, au contraire. tous les jours, il y a des vraies voix. Oui. Déjà 17h, Déjà, 19h déjà, minimum. on est pris. Déjà, voilà. 20 heures, Non mais ouais. qu'est-ce que vous faisiez comme métier, Marie-Christine? J'étais chef d'entreprise. Oh. Entre autres. J'ai eu Un bon point. plein de métiers différents, mais mon dernier était chef d'entreprise. Ah bah, Et c'est donc bien. quoi? La location de voiture avec chauffeur. Ah. Grande remise. Eh ben, Et pour non Françoise. pas Oui, VTC. ça aurait été. Ouais, c'est pour c'est Françoise ça, pour Françoise de Gois. J'adore. Une voiture électrique. Une petite voiture électrique. Alors, en tout cas, vous êtes notre vraie voix du jour, Marie-Christine. On est ravis de vous accueillir et vous restez avec nous et vous jouerez bien entendu avec nous au quiz de l'actu en attendant le fait du jour. Eh oui, Le nous sommes 4 juillet, les C'est amis. c'est magnifique. L'indépendance des États-Unis. 4 juillet 1776. Oh là là, mais quelle ne merveille rajeunit cet pas. hymne américain aussi. ça ne rajeunit Oh pas, là non. là, mais les paroles sont magnifiques, Oui. vraiment. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Vous vous Bah, souvenez quand Whitney Houston l'a chanté Oui. a cappella Au Super Bowl, je au crois. Super Bowl ça, vous dites en survêtement, c'était exceptionnel. Très bon. À Capella, c'est dans quel état? À Capella, c'est dans quel état aux C'est États-Unis? mon niveau. Vous ne C'est mon respectez niveau. rien, vous ne respectez Non, aucune personne n'avait aucune compris la vanne de Jean grandeur, Dorido. aucune Mais si, mais sacralité. bien sûr que je l'avais Attention. compris. Sur le coup. On ne vous entend pas, les amis, parce Pardon. que c'est dommage, Pardon. c'est dommage, c'est dommage. Quel hymne vous préférez de tous les pays du La monde? Marseillaise. Oui. Non, mais Moi- non, en goût, Au goût musical. en goût, en fait. Moi, j'adore les J'aime bien celui-là, j'aime bien le russe, Le russe, Le ouais, russe, c'est très beau. j'aime bien l'allemand. Ouais. Bon, sauf qu'on aime bien quand il est joué chez lui. Oui. Pour rester en Europe, l'hymne italien, il est sympa, il est guilleret. Ça va être l'hymne il est- italien, oui. Il est très beau. ouais. Fratelli ouais. d'Italia Ouais. est magnifique. On dirait l'ouverture d'un opéra de Verdi. Ouais, Et ouais, ce qu'il faut voir les joueurs italiens le chanter ensemble. Ah bah oui. C'est Ça extraordinaire. braille, hein. Le Ça God Save va. the Queen ou The King maintenant, c'est Moi, beau. j'aime Ah, il bien, est beau aussi. Mais Ah, c'est- l'hymne russe, quand même, Ah oui, franchement, c'est c'est magnifique, ouais. exceptionnel. C'est très très beau. Ouais, c'est vrai. On devrait Excusez-nous faire d'aimer, d'ailleurs une émission spéciale hymne avec Ouais. tout ce que. Non, mais. Qui c'est qui l'a dit? Ah bah oui, tiens. Ah bah tiens, on va faire un qui c'est qui l'a dit hymne un de ces jours. Allez, un de ces quatre. Allez, tout de suite. L'hymne slovène, genre l'hymne indien. On va être très contents. Eh bah ouais. Mais vous savez quoi, on sortira moins idiot de cette Je émission. suis d'accord avec vous. Allez, tout de sera suite, pas de il y a une rubrique qui est très importante, qui est primordiale, et c'est là que tout se décide. C'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Un réquisitoire contre le sentiment déprimant que tout va mal, mais que rien, jamais ne changera, monsieur le procureur. Oui, je suis frappé, quelle que soit la cause politique qu'on choisit. Hein. J'ai entendu ça un peu de tous côtés, le sentiment qu'en France tout va mal, objectivement, et on a certaines preuves qui peuvent justifier ce pessimisme, et en même temps, c'est ce qui me perturbe, le fait que beaucoup de gens, même intelligents, même volontaires, disent de toute façon rien ne changera jamais. Autrement dit, l'alliance de ce constat au fond terrifiant de négativité et ce constat, paraît-il, d'impuissance est un peu déprimant, comme si en réalité on éliminait toute force de la politique, qu'elle soit de gauche, de droite ou d'ailleurs. Donc je trouve que qu'on fasse le constat, je suis pas loin de partager le fait que tout va mal, mais qu'on ne perde pas l'espoir, sinon on n'a plus qu'à se suicider singulièrement ou collectivement. Françoise de Gois. Oui, moi, ça me fait toujours penser ce que vous dites à la merveilleuse finale du Guépard de Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change. En réalité, ça, c'est absolument exceptionnel. Sauf que quand il l'écrit, tout change en Italie, justement. Et donc, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne partage pas ce pessimisme. Je suis très comme Gramsci. Hein. J'ai l'optimisme du pessimisme, en fait. C'est vrai que tout va mal, mais je crois dans la politique. Et je pense que, à un moment donné, il y a des idées qui jaillissent. Je ne sais pas d'où elles viendront. Et qui font fusion. Tout va mal parce qu'en réalité, au fond, on n'a plus de croyances collectives, on n'a plus de projets collectifs ensemble. Les Français, en réalité, les Français sont très forts quand ils se retrouvent ensemble pour faire avancer ensemble une très grande idée. C'est ce que disait Mitterrand. La France n'a pas forcément les meilleures idées, mais quand elle s'en empare, elle fait le tour du monde. Donc, c'est ce qui nous manque, je pense, vraiment, c'est un projet collectif. Et la médiocrité, et là je le dis, y compris pour mon camp, de la classe politique aujourd'hui ne nous encourage pas, mais dans cette médiocrité, il va forcément y avoir une émergence. Jean Dorido.
Oui, non, c'est bien sûr que c'est très touchant d'entendre ce constat, et en même temps c'est un fait. Nos politiques ont fait la démonstration de leur impuissance depuis un bout de temps. Si on essaye de dater le début de cette impuissance avérée, c'est vraiment, à mes yeux, Maastricht 92, cette importance inouïe accordée à l'Europe. Philippe Séguin déjà le disait en son temps. À l'époque, il y avait l'UMP et le PS. Il disait ce sont deux détaillants qui se fournissent auprès d'un même grossiste, l'Europe. Et c'est un fait, ça fait 30 ans, c'est une génération. Et c'est un désespoir politique effectivement assez unanime 31 ans après Maastricht. Moi, je ne suis pas du tout désespéré, je pense qu'on peut tout changer. Eh bien, on en parlera bien entendu tout au long de cette émission. Pardon, Cécile. Le mot de la fin. Vous parliez du Guépard, mais je recommande, si vous avez le temps, de lire la fin d'une très belle pièce de Giraudoux, Electre. Oui, bien sûr. Oui. Cela s'appelle l'Europe. Oui, mais c'est magnifique. En gros, mais c'est Giraudoux, On est quand même assez premium en termes de rêve culturel. Auteur trop méconnu. Les amis, revenons sur l'actualité. On fait ce qu'on veut, et on va revenir, non, absolument pas. Dans cette circulaire des gardes des Sceaux a ressorti donc un arsenal juridique. Est-ce qu'il faut sanctionner financièrement les familles des mineurs primo-délinquants? Pour l'instant, vous nous dites oui en majorité, et on vous attend au standard 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir et merci de votre fidélité. Nos vraies voix du jour sont ravis en tout cas d'être là aujourd'hui, en tout cas je l'espère. Philippe Bilger, Françoise Degois. Oui, moi je suis ravi. En tout cas, Vous savez toujours qu'il y a un truc qui me gêne dans le studio. Oui, un truc. Une chose, un ustensile qui... Oui, mais Françoise, un jour vous changerez d'avis sur les... C'est ça. Et vous allez voir que cet été va vous manquer. Il vous faudra des piqûres de rappel. On l'adore, ce gros nounours. Gros nounours. C'est chouchou. En tout cas, dans quelques instants, notre premier grand débat du jour. Faut-il sanctionner financièrement les familles des mineurs primo-délinquants? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous dites oui pour l'instant à 83%. Et vous êtes en majorité à voter. Beaucoup de votes encore aujourd'hui. En attendant, c'est Félix Mathieu et ce sont les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont ordre, unité et chat. Emmanuel Macron promet l'ordre durable et annonce une loi d'urgence devant 250 maires de communes touchés par les émeutes, des élus qui attendent de voir. Pendant ce temps, Elisabeth Borne évoque l'unité nationale avant d'accuser la France insoumise de se situer en dehors du champ républicain. Et puis 1 000 € d'amende pour le chat écrasé par un TGV en gare de Paris-Montparnasse en janvier dernier. La SNCF finalement condamnée, 1 000 € d'amende plus 2 000 de dommages et intérêts pour les maîtresses. Les vraies voix Sud Radio. Une loi d'urgence pour la reconstruction. Le président Macron l'a annoncé devant 250 maires de communes touchés par la semaine d'émeutes qui vient de s'écouler. Des mairies, des écoles, des commerces, des bus, des voitures brûlées, des abribus détruits. On va être extrêmement ferme et clair avec les assureurs commune par commune, lance le chef de l'État. De l'argent, ça c'est pour la réponse immédiate, mais le président Macron promet aussi à plus long terme l'ordre durable, rien de moins, à l'image de sa première ministre Elisabeth Borne qui s'exprimait devant l'intergroupe de la majorité présidentielle. Au-delà de ces réponses immédiates, nous devrons naturellement tirer tous les enseignements de cette crise et les groupes de la majorité y auront évidemment toute leur part. Et forcément, avec le retour au calme, les débats vont reprendre, c'est normal, c'est démocratique, c'est très sain, mais je pense que c'est important que cela ne prenne pas le pas sur l'unité nationale. L'unité nationale, la chef du gouvernement a profité de cette réunion des députés Renaissance, Horizon et Modem pour s'en prendre à la France insoumise. Comme vous, j'imagine, moi je suis très choqué par les propos de la France insoumise qui refuse de condamner les violences, qui fait le tri dans les bâtiments qu'on ne pourrait pas attaquer, ce qui veut dire que d'autres pourraient être attaqués. Je pense que c'est une preuve supplémentaire que la France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain. Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale tout à l'heure. En tout cas, pour parvenir à l'ordre durable, il va y avoir beaucoup de travail, estime le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, dans la cour de l'Élysée tout à l'heure. Les dealers remettent de l'ordre. C'est malheureusement la triste réalité, mais c'est ce que l'on vit à chaque émeute urbaine dans nos communes. Et on sait très bien que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, il y aura à nouveau des émeutes urbaines. Et que cela donc nécessite un travail immédiat de retour à l'ordre, évidemment,
de retour à l'autorité régalienne. C'est transpartisan, ce que je vous dis. Et puis parallèlement, qu'il y a un travail profond, totalement différent de ce qui est fait depuis une trentaine d'années, pour qu'on remette un peu de verticalité, d'instruction de qualité, d'égalité des chances. On a eu des milliers de personnes qui se sont réunies en France sur les parvis des mairies. Ça traduit une espèce de volonté extrêmement déterminée de ne pas baisser les bras et de ne pas abandonner le pays. En tout cas, la loi d'urgence annoncée par le chef de l'État est censée simplifier les procédures pour la reconstruction, écraser les délais, a même lancé Emmanuel Macron. Pour autant, beaucoup de maires n'ont pas été convaincus à la sortie à l'Élysée, à en croire Philippe Rouleau, maire LR d'Herblay-sur-Seine, Vincent Bonny, maire PCF de Rive-de-Gier et Zatoche Blikati, maire LR de Neuilly-sur-Marne. Le président écoute beaucoup. En fait, il a une grande habitude de ce genre d'exercice. J'étais venu également au grand débat. Donc c'est bien de nous donner la parole. J'espère que c'est pas juste un exercice de communication et malheureusement je le crains. Il en ressort à ce stade vraiment pas grand chose. On n'a pas le sentiment que le gouvernement prépare des mesures. On reste totalement sur notre faim alors que la situation est particulièrement grave. J'étais pas venu voir l'infirmière scolaire ou un psychologue. Là on était en pleine thérapie de groupe. Au bout de 3 heures, il n'y a aucune réponse qui a été donnée par le président de la République. Moi j'attendais quand même du président de la République de donner une vision, un cap, nous dire comment est-ce qu'on allait s'en sortir. Là aujourd'hui on n'a strictement rien dit, donc je suis extrêmement déçu. Un des propos recueillis par l'agence France-Presse. Philippe Bilger, on a l'impression que l'exécutif ne sait pas trop où il va. Moi je trouve qu'il y a une ambiguïté. J'ai lu certains articles qui considèrent qu'à chaque fois qu'il y a une crise en France, Emmanuel Macron a su en tirer les leçons. On parle des gilets jaunes, on parle des retraites et on parle d'aujourd'hui. En réalité, il ne l'a jamais fait. Le grand débat national, c'est quelque chose qu'il a dû utiliser, qui lui a été imposé, et le reste de la même manière. Donc je suis persuadé qu'on ne tirera pas grand-chose de ces émeutes. Françoise Degois. Je suis fasciné de voir comment effectivement la plupart des observateurs nous vendent inlassablement un Emmanuel Macron, roi du dialogue, etc. Mais ça ressemble à quoi ce qui s'est fait aujourd'hui? Bon, s'il ne l'avait pas fait, on l'aurait peut-être critiqué. Mais encore une fois, c'est du vent, c'est une prise de parole, une espèce de logorée en plus dans laquelle lui-même se met en scène. Il n'est pas le seul responsable, mais il est aussi responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron, 2 jours avant que les émeutes éclatent, il était à Marseille et on se moquait à ce micro du village Potemkin qui avait été fabriqué pour lui, avec tous les gens qui étaient retenus chez eux, de façon à ce que ça fasse des belles images. Fondamentalement, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier, mais voilà où mène la communication. Gouverner, ça n'est pas communiquer. Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy, a fait de la communication sa stratégie de gouvernement. À un moment donné, on arrive au principe de réel. Donc je comprends les maires qui soient déçus, je comprends. Jean Dorido. Non, mais c'est un fait que ça fait quand même un bout de temps que la politique française dérive dans un excès de communication, et c'est un fait qu'avec Emmanuel Macron, on a un peu le pompon, si j'ose dire. C'est vraiment des techniques en plus qui sont des grosses ficelles, quoi. Alors il se déplace, il va effectivement à Marseille, il va au commissariat, il écoute les maires, on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes en bras de chemise, comme ça, répondre, animer les débats, et ça fait vraiment pchit là pour le coup, et c'est un pchit qui est vraiment qui est sinistre et qui est absolument tragique, quoi. C'est grave. On termine par cette affaire du chat écrasé par un TGV en gare Montparnasse. La SNCF a été condamnée à une amende de 1 000 €. Les propriétaires de Neko, une jeune adolescente et sa mère, n'avaient rien pu faire en janvier dernier quand leur chat, pris de panique, était descendu sur les rails à Montparnasse. Impossible de faire retarder le Paris-Bordeaux avec 800 personnes à bord pour secourir leur petit protégé. Le train était donc reparti en l'écrasant sous les yeux horrifiés de ses maîtresses. Une affaire qui, souvenez-vous, avait même fait réagir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. J'étais particulièrement choqué de ce qui s'est passé dans cette gare parisienne, et particulièrement choqué aussi la façon dont la SNCF a géré malheureusement cette terrible affaire. La SNCF Voyageurs qui vient donc aujourd'hui d'être reconnue coupable de négligence par le tribunal de police. 1 000 € d'amende plus 1 000 € de dommages et intérêts pour chacune des 2 plaignantes, alors que pourtant le parquet avait plaidé la relaxe il y a 2 semaines. Le président du tribunal de police relève que les moyens humains nécessaires pour sauver le chat n'ont pas été déployés. Dans un communiqué, en tout cas, la Fondation 30 millions d'amis espère qu'à l'avenir, de nouvelles procédures permettront en gare d'éviter ce genre de situation.
Réaction pour ceux qui c'est invraisemblable. J'avais suivi cette affaire au poil près et en réalité. C'est de le dire. C'est fait exprès en fait. Il vient de faire de l'humour là. Oui, mais ça vaut pas Jean et Philippe, bien sûr. Mais je trouve le parquet a requis la relaxe. Il a raison parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une infraction de la part de la SNCF. Ça c'est la patte Bilger. Juste une précision de Neko. Vous savez que ça veut dire chat en japonais. Ah bon? Voilà. Je vous le dis juste. Pour le reste, moi je trouve que c'est bien qu'elle. Mettez votre griffe dans ce débat. Mais non, mais je m'étonne pour ma part des propos de Philippe Bilger, parce que la justice a été rendue, voilà, c'est un fait, malgré vraiment la demande du parquet d'aller vers la relaxe, ça dit quelque chose quand même de la justice actuelle, de l'esprit du temps, et moi j'adore les chats, hein, donc c'est vrai que je trouve cette histoire absolument terrible. Oui, un train ça doit partir à l'heure, et en même temps j'entends dans ce que vient de dire Félix Mathieu que manifestement tous les moyens n'ont pas été mobilisés sur le coup, et c'est un fait, ça paraît quand même étrange, quand même si on s'y met à suffisamment nombreux de récupérer un chat pour que le train puisse partir à l'heure, ça paraît quand même très étonnant, et je soupçonne en l'occurrence d'avoir un type qui n'aimait pas les bêtes. De toute façon, je ne supporte pas les miaulements. C'est pas ça. En fait, c'est que je pense que vous n'aimez pas les animaux de compagnie. Je pense que vous n'avez jamais eu de chien. Ah si. Ah, vous avez eu des chiens, mais vous n'aimez pas les chats. Je les ai défendus à la place de mes enfants. Ah oui, d'accord, mais vous n'aimez pas les chats alors en fait. Je ne veux pas de mal. D'accord, mais donc moi je trouve ça bien. Moi aussi je trouve ça bien. Une société qui protège ses animaux. On remercie Félix Mathieu qui n'est pas Félix le chat d'ailleurs. C'est vrai. On m'avait jamais fait cette blague auparavant. C'est dingue, c'est vrai, jamais, bien sûr. Maintenant il fait des blagues de CM2, Philippe David. C'est vrai, ça descend. Bientôt on va voir les trucs carambar, tu sais. Allez, on est très en retard, vous restez avec nous. Faut-il sanctionner financièrement les familles de mineurs primo-délinquants? Vous dites oui à 83%. Eh bien appelez-nous pour nous le dire. Tiens, 0826 300 300, à tout de suite. Et pour nous accompagner avec Philippe David jusqu'à 19h, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, et vous au 0826 300 300. Bienvenue à tous. Tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le dénominateur commun à ces 3 jours d'émeute, c'est la jeunesse, mais l'extrême jeunesse, véritablement. Partons du principe que quand on a 14 ans, à 3h du matin, on ne peut pas aller piller un établissement pour piquer un survêtement, une paire de Nike, des bijoux. Nous devons impérativement remettre sur la table tous les arsenaux législatifs qui permettent de sanctionner ces jeunes, mais également les parents. Il existe un texte qui punit cette espèce de délaissement parental de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Je pense qu'il faut désormais suspendre les allocations familiales et les allocations sociales aux parents de mineurs récidivistes, car il serait absolument inadmissible que les Français qui bossent, que les Français qui se lèvent tôt soient contraints de payer les dégâts qu'ils n'ont pas commis. Et en visite surprise chez les forces de l'ordre parisiennes, hier Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de sanctionner financièrement les familles de primo-délinquants, mineurs impliqués dans les violences. Parmi les sanctions possibles, faire payer les dommages et intérêts des infractions commises par leurs enfants, Philippe. Oui, le président souhaite plutôt agir au cas par cas, sans forcément passer par la suspension des allocations familiales aux familles des émeutiers. Une mesure pourtant réclamée à droite. À gauche, on s'indigne de cette annonce. Fabien Roussel a par exemple dit que ça ajouterait de la misère à la misère. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut taper au portefeuille des parents des mineurs délinquants pour défaut d'éducation? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux, comme Fabien Roussel ou comme d'autres? Venez nous le dire, on attend vos appels au 0826 300 300. Et l'un de nos auditeurs, Jackie Bordage, nous dit qu'il faut surtout sanctionner les parents complices de leurs enfants par intérêt. Pour en parler, Guilhem Carayon est avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes vice-président et porte-parole des LR. Philippe Bilger, est-ce que la sanction financière des familles de primo-délinquants peut servir à quelque chose ou servir d'exemple? Alors, on a entendu le garde des Sceaux, je ne serai pas hostile à la mise en œuvre de la politique pénale à partir de l'infraction de délaissement qui existe déjà et qui, à ma connaissance, n'est jamais mise en œuvre. Sur le deuxième point, on l'évoquait, il y a déjà, au niveau des intérêts civils, des familles peuvent être amenées à payer les dégâts commis par les enfants
enfants mineurs. Donc ça peut continuer comme cela. Troisième élément, je ne serais pas, et pourtant Dieu sait que ça, on en discute beaucoup et je serais tout prêt à être convaincu de l'inverse. Je crois que ce serait une mauvaise idée de supprimer les allocations familiales à certaines familles. D'abord parce que on pourrait en effet aggraver leur misère sociale si elle existe. Deuxième élément, lorsqu'on connaît bien les familles et les enfants, je pense à Rachida Dati et j'ose le dire puisqu'elle-même en a parlé. Même dans des familles parfaitement tenues entre guillemets, il y a parfois des éléments qui dérapent, qui transgressent et on ne pourrait pas dire alors que la famille est coupable de quoi que ce soit. Donc je suis réservé là-dessus. Françoise Degois. Oui, plusieurs choses. Moi, je redis que c'est bien d'enfoncer les portes ouvertes, mais les familles, au nom des condamnations civiles, payent déjà les dégâts. Il y a un nombre incalculable de familles dans des manifestations qui payent déjà les dégâts. Donc, je veux bien qu'on donne l'impression qu'on réinvente l'eau chaude, ça me gêne beaucoup. Que les familles payent, c'est une chose. Après, que les familles soient responsables pénalement, la difficulté de la mise en œuvre de ce dont parle Éric Dupond-Moretti, c'est que c'est très difficile de faire le lien entre les délits commis et la défaillance. C'est très difficile devant un tribunal de le faire. Et puis, je parle même pas du point de vue moral, cette espèce de discours de père de morale, quand on a 14 ans, on va pas casser. On n'en sait rien. On sait pas ce qui se passe sur la défaillance. Bien sûr que, évidemment, à 14 ans, on est dans son lit, on dort. Mais c'est pas ça qui va changer le cours des choses, ce discours de père tape dur. Et le troisième point, sur les allocations, je rejoins complètement Philippe. Vous avez, moi j'en connais, des familles où les 4 enfants sur 5 ont fait des études supérieures et sont aussi aujourd'hui des cadres dirigeants. Et puis il y a le canard boiteux. Est-ce que vous sanctionnez la maman, le papa ou pas? Et là où je rejoins Jackie Bordage, c'est que oui, sanctionner des familles qui font œuvre de mafia collective. On en connaît, on a tous les noms en tête, dans un certain nombre de cités. Elles sont d'ailleurs tout à fait connues. Mais cet arsenal-là, premièrement, il existe sur la responsabilité civile. Deuxièmement, sanctionner pénalement les parents, c'est extrêmement difficile à faire. Voilà. Et troisièmement, non, touchez pas aux allocs, franchement. Jean Dorido. Alors déjà, le premier point, avant de sanctionner les familles de mineurs, il faudrait déjà que le système judiciaire actuel réussisse à punir les voyous majeurs. Parce que si les personnes qui sont arrêtées sont très jeunes, c'est parce que les voyous majeurs sont des voyous chevronnés et ils ne se font pas prendre. Donc il faut vraiment se méfier de ce biais de l'analyse, de dire oh c'est incroyable, il n'y a que des jeunes. Je vous coupe pas que dans les pillages, les choufs par exemple, qu'on fait faire par des mineurs, ceux qui surveillent dans les cités. Là on parle des pillages. Ils sont manipulés par les grands, c'est le premier point. Et si les jeunes sont arrêtés, parce que bien évidemment que les majeurs, eux, ils ont du métier, si j'ose dire, et donc ils ne se font pas prendre. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, sur les justement ces fameuses familles mafieuses, c'est un fait. Françoise Degois vient de le dire, elles sont connues. Et aujourd'hui, dans cette situation, en fait, on paye le clientélisme de certaines municipalités qui durent depuis des années, avec justement des familles qui sont connues, qui sont identifiées, qui terrorisent l'ensemble de la cité, et pour des raisons bassement électorales, eh bien, les élus de tous bords ont laissé faire et ont même nourri, entretenu, avec aujourd'hui, si vous voulez, le fait que ça leur pète à la figure, si vous me passez cette expression. Et puis le troisième point, c'est quand même, avant de sortir des artifices comme ça, de nouveautés, faire en sorte que nos institutions fonctionnent. Sur les mineurs délinquants, il y a tout un arsenal. Il y a des centres éducatifs fermés, des centres éducatifs renforcés, des mesures éducatives, des travaux d'intérêt généraux. Et là, on a vraiment un constat d'échec effrayant et il faudrait quand même faire en sorte de reprendre tout ça quand même à bras le corps avant de faire du neuf. Déjà faire en sorte que l'actuel fonctionne. 0826 300 300 vous pouvez bien sûr réagir quand vous voulez. Guillaume Carayon, on écoutait ce matin Catherine Vautrin qui était chez Apolline de Malherbe et qui disait que finalement les aides sociales c'était à peu près 8 € par mois et par famille. Est-ce que, on imagine que c'est toujours beaucoup plus, est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher l'argent finalement? Je crois que le problème fondamental dans notre pays, c'est qu'on a écœuré la France qui bosse. Il y a, je pense, le sentiment de millions de Français quand ils voient ces scènes chaotiques. Ils se disent, mais nous, on se réveille tôt le matin pour aller bosser, on travaille dur, on garde rien à la fin du mois. Pourquoi ce serait à nous d'aller payer les allocs des parents qui ont manqué à leur devoir d'éducation?
Le devoir d'éducation, il est inscrit dans le code pénal. On en parle depuis quelques jours. C'est l'article 227-17 du code pénal qui dispose que les parents, quand ils se soustraient à leur devoir d'éducation, eh bien, ils sont condamnés à 2 ans d'emprisonnement. Il y a plein de gens qui le découvrent. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça. Oui, parce qu'il n'a jamais été appliqué. Oui. Il n'a jamais été appliqué. J'ai expliqué pourquoi. Hein, parce que faire le lien, il y a 1 ou 2 tentatives. C'est très difficile de faire le lien entre le délit commis et la défaillance parentale. Allez-y, soyez fort. La délaissement, on le voit. La République, c'est un contrat. C'est des droits. Et parmi ces droits, on en a beaucoup en France et on doit s'en réjouir. Il y a le droit de toucher des allocs. Mais c'est aussi des devoirs. Et le devoir, c'est aussi le devoir des parents de responsabilité, d'éducation par rapport à leurs enfants. Quand je vois qu'il y a 1/3 des émeutiers qui ont tout saccagé, qui ont tout pillé, qui ont brûlé des commissariats, qui ont saccagé, qui ont essayé de tuer la famille de Vincent Jeanbrun, qui est le maire extrêmement courageux de l'Haye-les-Roses. Ils ont essayé de tirer à coups de mortier sur ces enfants de 5 ans et 7 ans. Enfin, moi, je supporte plus qu'on soit habitué en fait à vivre en face de barbares, si, ce sont des de sauvages. Françoise. Ah non, mais c'est pire ces gens-là, c'est une tentative de meurtre. Et ces gens-là, dont les parents ont cruellement manqué à leur devoir d'éducation, c'est pas à nous qui bossons, qui demandons jamais rien à l'État, de payer leurs allocs. Enfin, il y a un moment où il faut aussi regarder en face les choses. Et pardon, mais c'est pas à l'État d'apprendre à des enfants de pas brûler des poubelles, de pas brûler des commissariats. C'est aux parents. C'est aux parents que ça repose ce droit-là. Et quand vous voyez qu'il y a 1/3 des émeutiers qui sont des jeunes, souvent qui ont 13 ans, qui ont 14 ans, qui ont 15 ans, non mais Guilhem, moi, il faut que les parents aussi soient là. J'entends ce que vous dites, mais ce discours binaire, je le trouve extrêmement effrayant. Vous faites des grands tout. C'est-à-dire d'un côté, il y aurait la France qui travaille, à la Sarkozy, et puis de l'autre, la France fainéante qui touche déjà dans les cités. Déjà, votre diagnostic, ça va pas. La première France qui travaille, elle est dans les cités. Souvenez-vous, les travailleurs essentiels pendant le Covid, c'est eux qui bossaient. Donc, mais c'est eux qui sont touchés par les émeutes. La France qui travaille n'est pas forcément que dans les quartiers. Est-ce que soyez assez aimable pour écouter ce que je dis? Je dis qu'on ne peut pas avoir une vision binaire, parce que en vous entendre, il y a ceux qui cassent et qui sont dans les cités et qui sont biberonnés aux allocations, et les autres, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Ceux qui vont tenir mon discours et qui le diront sûrement mieux que moi, c'est ceux qui habitent dans ces cités, qui sont touchés et qui sont touchés par toutes ces dégradations. Quand vous habitez à Sevran et que tous les services publics autour de votre cité ont été massacrés, mais c'est vous qui allez payer les pots cassés. Moi, je pense que c'est ces gens-là qui le réclament, et c'est pour ces gens-là qu'on doit un peu de justice. Et les responsables politiques, ils manquent de bon sens depuis des années. Maintenant, il faut des actes forts. Philippe, très court, parce qu'on a beaucoup d'appels. Guilhem, vous avez fait un tableau global que je partage. Mais là, on parlait, vous considérez normal d'enlever des allocations à des familles qui n'ont pas forcément démérité. C'est ça qui me perd. Je vais vous répondre sur ce point, parce que moi aussi j'ai entendu Rachida Dati, qui a raison de dire, dans sa famille il y avait 9 enfants, il y en a un qui peut causer problème. Les parents n'ont pas évidemment à payer, les 8 autres enfants n'ont pas à payer les conneries de ce gamin. Mais ça c'est évident, mais il doit y avoir un système d'exception, mais dans la majorité des cas, vous savez très bien que c'est pas le cas. On a quand même juste une chose, je vous rappelle, les services sociaux ici en France, et c'est quand même, on a des travailleurs sociaux qui savent faire leur travail. Vous avez des familles dont les gamins sont suivis par les services sociaux. On leur dit quand même, faites attention, occupez-vous-en. Il a encore été pris à faire le chouf, il a encore été pris dans des affaires de deal, et les travailleurs sociaux le voient. Il y a des familles qui laissent faire, et sur la base ne serait-ce que du rapport de ces personnes qui sont de vrais professionnels, on peut déjà quand même commencer par faire le tri entre les personnes à qui on supprime les allocs et celles à qui on les laisse. C'est bon, 0826 300 300, Marie-Christine, une réaction au standard. S'il vous plaît. Écoutez, oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions. Je pense qu'il y a un petit peu à prendre de chacun. Commençons déjà par appliquer la loi, et l'appliquer sans défaillir. Et puis, il faut effectivement, parce qu'il y a des parents qui ne s'en sortent pas, trouver les moyens de les mettre, comme c'était le cas il y a quelques années, dans des établissements où ils sont repris en main, et ça marchait très très bien. Maintenant, quant à supprimer des allocations sociales, moi, je suis plutôt sur le principe favorable. Il n'est pas question de tout enlever ou de tout laisser. Il y a ces fonctions du nombre d'enfants, il suffit d'enlever la part qui correspond à l'enfant qui n'est pas dans le droit chemin. Et puis, vous savez, je pense que ça serait peut-être aussi une façon pour certains de recycler l'argent de la drogue et de la remettre dans le circuit. Pourquoi pas?
qu'on en profite aussi un petit peu. Oui, une réaction peut-être Alain qui nous appelle du Gers. Alain, bonsoir. Bonsoir Alain. Alain, vous êtes avec nous? Oui, je suis un peu à contre-courant. Allez-y. On vous écoute. C'est-à-dire que ça fait 2-3 jours que j'écoute et j'entends même la personne qui a parlé tout à l'heure en indiquant que les parents sont forcément uniquement responsables. Moi, je trouve que le gouvernement, il prend toujours le problème par le mauvais bout de ficelle. Je pense que certes, les parents, ils ont une responsabilité, mais tous les parents, même les parents des beaux quartiers, parce que la drogue, en fait, c'est beaucoup d'enfants de tout le monde qui la consomment, sinon il n'y aurait pas le problème de deal dans les cités. Je dirais qu'il y a des solutions et que le gouvernement ne les utilise pas. C'est-à-dire la police de proximité. C'est-à-dire comme les grands frères ou des policiers qui sont sélectionnés dans les banlieues. C'est le résultat des grands frères qu'on paye là, Alain. On paye le résultat de la politique des grands frères. Non, je dis police de proximité. Police de proximité. Et après, pourquoi pas un service militaire pour les gamins. Oui, de quelques jours annuels. Quittez pas, Alain. Guillaume Carayon. Moi, je pense qu'il faut prendre exemple sur ce qui se faisait à travers la loi Ciotti en 2010. Elle a été abrogée sous François Hollande. C'était sur l'absentéisme, c'est-à-dire si l'enfant est absent des cours 4 fois, je crois, dans le trimestre, eh bien, il est convoqué par le chef d'établissement et à partir de ce moment-là, il y a une forme d'accompagnement qui se met en place. Et si l'enfant récidive, si l'enfant revient pas à l'école, eh bien, dans ce cas-là, on supprime les allocs de la famille. Ça doit être pareil, je pense, sur la délinquance. À partir du moment où un enfant commet un acte de délinquance, eh bien, il doit être reçu, à mon avis, par l'école, la collectivité, les services de la collectivité, par exemple le département. C'est le cas pour le RSA. Et si, dans ce cas-là, il recommet un acte délictuel, eh bien, on supprime les allocations pour la famille. On prend très très rapidement Sonia en 30 secondes parce qu'on doit aller faire l'arrivée du tour dans quelques instants. Oui, bonjour. Bonjour Sonia. Donc en effet, j'ai entendu tout ce que vous disiez à l'instant. Donc pour faire rapide, oui, en effet, moi, je suis plutôt d'accord avec le fait. Je suis plutôt d'accord avec le fait que les familles doivent être sanctionnées, mais effectivement, il y a aussi des mesures à prendre autour de ça. Je suis assez d'accord avec ça. Oui. Sonia, restez avec nous. C'est l'arrivée du tour en direct. On est en direct du Tour de France. Restez avec nous, Sonia, restez. Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présente. Sud Radio fait son tour de France. Pascal Chanteur, l'arrivée du tour, on est à 600 mètres de l'arrivée. 400 mètres de l'arrivée. Et Brian Cocard est en 4e position, bien placé, avec Christophe Laporte aussi qui est très très bien placé. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée. 200 mètres. Et le sprint chute encore. C'est la 3e chute qui vient d'avoir lieu. Et Philipsen. Jasper Philipsen qui est en tête avec Caleb Ewan. Philipsen vainqueur. Philipsen vainqueur. Encore. C'est le doublé de Philipsen pour cette étape de 182 km de Dax à Nogaro. Merci beaucoup Pascal Chanteur. On reprend notre débat. Sud Radio fait son tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous, bien entendu. Merci à Sonia, merci à Alain, merci à Marie-Christine, pardon pour cette interruption, c'est compliqué. C'est l'arrivée du tour et en plus il y a eu 3 chutes dans le sprint final, alors ça fait quand même beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Guillaume Carayon, vice-président et porte-parole des LR. Ça méritait beaucoup plus de temps pour en parler, bien entendu, mais malheureusement ce direct avec le Tour de France. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, on fait une petite pause, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix pour le moment mythique, Cécile. Le qui c'est qui l'a dit. La parole est à la défense, mesdames et messieurs. Françoise Degois, vu sa faiblesse dans le jeu, avait demandé qu'on fasse un qui c'est qui l'a pas dit. Mais c'était tellement facile que. J'ai été battu la semaine dernière, c'est horrible. En tout cas, nos grands joueurs du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, qui gagne assez souvent, ça c'est important de le dire aussi, et notre ami Jean Dorido, et vous au 0826 300 300, et c'est tombé sur Marie-Christine qui nous appelle de d'Eure-et-Loire. Chers
chère Marie-Christine. Vous êtes avec nous tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc Marie-Christine, votre choix doit s'orienter ou vers Philippe Bilger, ou vers Françoise de Gois, ou vers Jean Dorido. Alors, je vais vous donner mon choix, mais je voudrais quand même juste, pour terminer le débat précédent, moi je voulais simplement ajouter que avant déjà de sanctionner les émeutiers, il faut savoir les identifier. Alors je sais que les polices sont oui, parce que c'est pas toujours évident en pleine émeute d'aller interpeller l'un ou l'autre. Donc je pense que la police devrait avoir des lances encre indélébiles et le lendemain matin, pouvoir identifier tranquillement ceux qui portent des taches d'encre, ça voudra dire qu'ils étaient bien sur le terrain. Là, c'est pas le qui c'est qui l'a dit, c'est le qui c'est qui l'a fait. Mais c'est en Allemagne, ça fonctionne comme ça. Il y a plein de pays où ça fonctionne comme ça, avec des QR codes même. C'est plutôt très malin, Marie-Christine. Il s'agit de faire ses devoirs, quoi. Je me dis que comme vous avez l'air d'être une grande stratège, je pense que vous allez choisir la bonne personne pour pouvoir remporter cette... Alors ça, j'en sais rien, mais de toute manière, je sais pour qui je veux... avec qui je veux jouer, c'est Jean Dorido. Contre qui Donc vous jouez contre qui? Si vous voulez jouer. Vous jouez contre Jean Dorido. Vous jouez contre Jean Dorido? Oui. Mais alors à ce moment-là, tout contre. Bon, les amis, on peut commencer le jeu, là. C'est pas contre. Non. Marie-Christine nous a dit hors antenne, je n'aime pas du tout Jean Dorido, donc je vais le battre. C'est pas l'impression que ça me fait. C'est parti. Vous inquiétez pas, Marie-Christine, j'ai bien compris. On est avec vous, Marie-Christine. Voilà. On joue avec elle, c'est ça. Alors vous êtes avec Philippe et François. Question qui c'est qui l'a dit? Ça s'est passé à Wimbledon. Qui c'est qui l'a dit? Tu fermes ta gueule. En français. C'est Chardy. Non, en français. En français, c'est Kate Middleton. Non, alors c'est la famille royale. Non, en français, pas un français. C'est un français. Moi, j'en ai aucune idée. C'est Chardy. Nicolas Sarkozy. C'est Gasquet. C'est étonnant d'ailleurs parce que c'est un gamin très bien élevé. Richard Gasquet, au coach de Corentin Moutet. Voilà, joueur de tennis français. Marie-Christine, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? On voyage toujours sur les émeutes. La France est un pays raciste qui est les musulmans. Mélenchon. Non. Corbière. Non, j'ai dit on voyage. On voyage. J'entends pas ce que tu dis. C'est quelqu'un qui n'est pas français? Il n'est pas français. Qui c'est qui l'a dit sur les émeutes? La France est un pays raciste qui est les musulmans. Bonne réponse de Marie-Christine. Erdogan, bravo Marie-Christine. Absolument. Parce que j'adore ce genre d'analyse tout à fait subtile, tu vois. Et puis lui, il est quand même assez fort en démocratie, donc c'est important son avis. Attention, qui c'est qui l'a dit sur les violences urbaines? Pour le gouvernement, c'est toujours la faute des autres, jamais de sa faute. C'est la majorité, c'est l'opposition. Non. Mélenchon, Corbière. Non. Jordan Bardella. Bonne réponse de Françoise de Gois. Et vous aviez dit quoi, Christine? Qui était-ce? C'était Bompard. Manuel Bompard. Manuel. Ah, d'accord. Ah, bon, je l'aurais pas trouvé. Qui c'est qui l'a dit? Et qui l'a regretté. Oui, il l'a regretté. Il s'est même excusé. Le premier employeur de la Seine-Saint-Denis est probablement le trafic de drogue. Jordan Bardella. Non, c'est pas un politique. David Lisnard. C'est pas un politique. Geoffroy Roux, de Bézieux. Très bien, patron du bonne MEDEF. réponse de Jean Dorido. Bravo, je l'ai pas. J'ai bossé mon actu, c'est comme ça. Le patron du MEDEF. Ça étonne personne. Geoffroy Roux de Bézieux. Qui c'est qui l'a dit aux Insoumis à l'Assemblée nationale? Pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous cherchons des solutions. Mandela? Non, c'était Elisabeth Borne. Non, c'est pas Mandela. Non, il est mort. Non, il a dit Bardella. Marie-Christine. Je blague. Qui c'est qui l'a dit? Le président de la République aime bien se fixer des défis en termes de calendrier. Je pense qu'il faut se donner 100 jours pour faire tomber ses punitions. Ah oui, là, c'est quelqu'un qui a Mélenchon. Ça, c'est de l'humour. À droite. Marlex. Non, bonne réponse, Marlex. Ciotti? C'est bon, on l'a trouvé. Attention, Olivier Marlex, chef de file des députés LR. Il est un peu mou, hein. Écoutez, qui c'est qui l'a dit? En déplacement à Arpajon, en Essonne, je partage le sentiment de révolte et de tristesse des commerçants. Dupond-Moretti. Non. Gérald Darmanin. Non. Gabriel Attal. Non. Mais qui c'est qui était? Non. Le sentiment de tristesse. Olivier Faure. Non. Absolument pas. Là, c'est un ministre. Oui, c'est Bruno Le Maire. Bonne réponse de Jean Dorido. Guidon, c'est ça m'est revenu comme ça. Qui c'est qui l'a dit? L'excuse de minorité, il y en a marre, il faut la supprimer.
Bardella. Morano. Non. L'excuse de minorité, il y en a ta mère. Il faut la supprimer, c'est ta mère. C'est le maire de La Île-et-Rose, non. C'est le maire. Marie-Christine. Robert Ménard. Et Marie-Christine, chapeau. Bravo, Marie-Christine. Robert Ménard, vous l'avez trouvé. Qui serait à vous, Cécile? Qui c'est qui l'a dit? Attention, dernière possibilité pour remporter cette victoire ou pas. Mais en tout cas, même si elle est déjà remportée. Question, qui c'est qui l'a dit? Je me désolidarise des propos de Jean-Luc Mélenchon. Olivier Roussel. C'est bon, on a trouvé déjà. Roussel, après Olivier Faure, bien entendu. 14 à 4, c'est pas déshonorant, à 3 non, il n'a pas dit, je me dis, cela désolidarise Olivier Faure, mais Roussel a été très sévère. Il a dit. Il a si fort, il a dit. Non, il l'a dit, mais pas dans ces termes. Je trouve que Roussel est encore plus clair. Allez, qui est la grande victoire? La grande victorieuse. Bravo Marie-Christine. Bravo Marie-Christine, vous restez avec nous dans un instant. La suite, on reviendra bien entendu avec le coup de cœur de Philippe David à suivre. Et puis le tour de table de l'actu des vraies voix et le top click avec Félix Mathieu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une belle soirée puisque nous avons Philippe Bilger, nous avons Jean Dorido, nous avons Françoise Degois et vous au 0800 26 300 300 et puis bien sûr nous avons Philippe David et ça tombe bien, c'est son coup de cœur du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe, votre coup de cœur pour le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou. Oui, parlons vrai, Cécile, c'est le slogan de Sud Radio. Et je voudrais faire un coup de cœur pour le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui a dit que les parents des émeutiers pillards devraient leur mettre, je cite, 2 claques et au lit. Depuis ses propos, il se fait lyncher sur les réseaux sociaux par une pléiade d'élus, en particulier de la NUPES, alors que le rappel de l'autorité parentale est une évidence. Alors je vais vous faire une confidence, j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant, mais si un avait été pris à piller ou à voler ou à casser, c'est la méthode que j'aurais utilisée, mais il est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore voté cette loi folle interdisant la fessée. Dans cet océan d'opprobre, un seul élu a soutenu le préfet, François Bayrou, qui avait à raison donné une baffe à un voyou en herbe qui essayait de lui faire des poches lors de la campagne présidentielle de 2002. Alors bravo monsieur le préfet, même si malheureusement les hommes comme vous sont trop peu nombreux dans les sphères du pouvoir. Merci. Oui, alors merci Philippe de me donner l'occasion vraiment de souligner à quel point les propos de ce monsieur sont absolument ineptes. Et j'aimerais bien l'avoir en échange parce que donc je me demande si la paire de gifles ne marche pas. Alors c'est quoi? C'est le coup de poing peut-être après, non? Une bonne baigne. Non. Et puis peut-être après. C'est-à-dire que là c'est un appel à la violence. Pardon de le rappeler. Vous savez, les psychologues quand même font beaucoup de travail. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Et donc clairement, les mesures éducatives qui visent à l'humiliation physique et au châtiment corporel, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous prenez, si vous voulez, les voyous et que vous cherchez dans leur enfance comment ça s'est passé, justement les voyous, ils ont pris beaucoup de gifles. Et quand vous regardez à l'inverse les personnes qui sont vraiment qui respectent les règles de la loi, ce sont des personnes qui n'ont pas subi de violence corporelle. Et donc c'est quand même assez ahurissant qu'en 2023, un monsieur qui est représentant de l'État en plus incite on peut rappeler les chiffres de la maltraitance en France. Il y a des gamins qui meurent quand même tous les ans. Il y a des gamins qui meurent. Je vais pas vous refaire qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous êtes quand même trop intelligent pour ça. Donc si vous voulez, c'est quand même assez inouï qu'un représentant de l'État du niveau d'un préfet, on est quand même dans la très haute fonction publique, puisse inciter aujourd'hui des parents français à frapper et à violenter physiquement leurs enfants. C'est vraiment, je tombe de l'armoire. Non, mais vous exagérez un petit peu. Non, j'exagère pas. C'est lui qui le dit. Mais vous donnez il faut gifler ses enfants. Vous donnez une tonalité himalayesque à une réaction qu'on peut comprendre. Voilà un préfet qui dit « Je vois mon gamin qui est en train de voler, de piller, de détruire. Eh bien, je lui donne 2 baffes et je le ramène chez nous. » Eh bien, n'hésitez pas à signaler ce monsieur aux services sociaux s'il s'avère qu'il frappe ses enfants. Ça existe. Laissez-le finir, Jean. Il a fini.
vous je dirais répond. même qu'il est indulgent par certains Franchement, honnêtement, moi je suis complètement sur la ligne de Jean Dorido, c'est-à-dire ce discours de perdre la morale que vous venez d'avoir, c'est cette espèce de bon sens populaire qui nous mène toujours au drame. Vous savez, ce genre de bêtises, c'est pas vous, hein. Proclamer, l'exemple vient d'en haut. Une bonne claque et au lit. Ça veut rien dire une bonne claque et au lit. Moi, et je le redis hein, vraiment, et je partage complètement le point de vue de Jean. La violence sur les mômes, ça marche pas. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est l'art de gouverner les gens sans donner un seul ordre. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. J'aurais mis des gifles, etc. Tout le monde est en train de se positionner. J'ai l'impression qu'il y a 67 millions de parents exemplaires dans ces émeutes. Il y a 67 millions de gens qui vous expliquent, oui, mais moi, mon gamin, le jour où votre gamin, il fait une connerie, vous avez été supposément un être exemplaire. Je reprends on n'a pas le droit de parler d'Éric Zemmour, qui passe sa vie à donner des leçons de morale, qui passe sa vie, Dany de Borado, à donner des leçons de morale sur l'éducation des enfants et les gens dans ces cités. Qui c'est qui force les barrages? Qui c'est qui provoque un accident? Qui c'est qui conduit sous coque? Et je n'accable pas Éric Zemmour, je vais pas dire ah t'as mal élevé ton enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment cette capacité de ce pays à expliquer, nous on est des super parents et nos gamins n'auraient pas fait ça, ça n'est pas vrai. Vous ne savez pas ce que vos gamins auraient fait, claque ou pas claque. Non, mais, et en plus, Françoise, vous n'allez pas nous faire un truc entre un truc et la maltraitance, faut pas exagérer. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, Cécile, avec ça. Je sais que vous tournez du museau parce que ça vous plaît pas et que vous pensez. Mais c'est profond, c'est un préfet. On a une chronique derrière, s'il vous plaît. Dommage, parce que j'aurais été du côté ses enfants en France. Voilà. Oui, mais vous rappelez le rappel de la loi, de la règle. Oui, c'est interdit de frapper ses enfants en France. Point. C'est ça la règle. C'est ça la règle. Vous aimez bien qu'on respecte les règles? La règle, c'est que c'est interdit de frapper ses enfants en France. C'est ça la règle. Merci. Allez, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Félix Mathieu, après plusieurs nuits de pillage, Le Bon Coin et Vinted constatent un afflux de baskets et de smartphones neufs dans leurs annonces. Et oui, des chaussures ou des portables neufs à prix cassé. Autant le dire, une partie du butin de ces pillages est déjà mise en vente, nous apprennent les journaux Capital et La Provence. Neuve avec étiquette, jamais portée, avec la boîte d'origine, précisent ces annonces de nouveaux vendeurs qui débarquent et qui viennent de créer leur compte. Bref, autant écrire, il est frais, il est tout fraîchement pillé, mon smartphone. C'est assez clair. Certains vendeurs se donnent tout de même la peine d'inventer des excuses plus ou moins crédibles du genre c'est 10 paires de Nike que je les ai achetées sur un coup de tête, mais bon, finalement, je préfère les revendre. Bon, à moitié prix, du coup. De quoi mettre éventuellement la puce à l'oreille, voire de quoi sans doute inciter la police d'ailleurs à mettre le nez sur Internet pour les enquêtes. Attention, le recel est condamné tout de même, rappelons-le, au même titre que le vol. Dans l'absolu, ça peut même monter jusqu'à de la prison ferme, voire une amende jusqu'à 6 chiffres. Oui. Ça serait bien qu'ils enquêtent parce qu'en plus Le Bon Coin a l'obligation, je sais, moi je l'ai vu par rapport à mon scooter avec une annonce frauduleuse, Le Bon Coin, la police est remontée avec l'adresse IP, Le Bon Coin a l'obligation, donc c'est très bien qu'ils aillent faire les marioles, revendre leurs trucs, ils vont se faire serrer, tant mieux. Autre sujet, cette passe d'armes à l'Assemblée nationale entre la présidente des députés de LFI et la première ministre. Oui, on en parlait tout à l'heure, déjà ce matin devant son intergroupe macroniste, Elisabeth Borne avait accusé la France Insoumise d'être, je cite, sortie du champ républicain. Eh bien, la première ministre l'a redit tout à l'heure dans l'hémicycle après cette interpellation de Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis. Vous voulez faire peser sur nous la responsabilité de la colère quand elle prend racine dans un meurtre odieux. Madame la première ministre, ni les interpellations ni la répression ne viendront tarir la soif de justice de la jeunesse. Seule une réponse politique est de nature à apaiser durablement le pays. Le retour au calme ne se décrète pas, il se construit. Réponse très virulente de la première ministre. Quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députées affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. Quand votre leader parle de permis de tuer pour les policiers, de peine de mort pour les jeunes des quartiers et nous traite de chiens de garde, vous sortez du champ républicain. Les violences, Madame la Présidente Panot, rien ne peut les excuser. Et pendant que vous jetez de l'huile sur le feu, pendant que vous donnez des excuses aux délinquants, nous sommes engagés pour rétablir l'ordre républicain. Et la justice ne vient jamais de la violence. Je vous remercie. Elisabeth Borne qui en appelait aussi à l'unité nationale, même si bon, pour l'unité Renaissance LFI, visiblement ça va attendre un peu. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup Félix Mathieu. On revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu des vraies voix. 0826 300 300. Merci, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec ces débats animés qu'on aime beaucoup, avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est normal puisque ils vous ressemblent et c'est l'intérêt justement d'avoir des gens qui ont des avis totalement différents. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degaut est avec nous, Jean Dorédo est avec nous. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, vous voulez parler des maires qui appellent au sursaut. Vont-ils être entendus? Oui, alors, je ne voudrais pas donner l'impression de contredire le point de vue du procureur. Tout à l'heure, je disais, mais il me semble que les maires ne pouvaient pas faire autrement à la suite de la tentative d'assassinat contre la famille de leurs collègues. Mais j'ai l'impression que... Les maires MAIRE, c'est important de le dire. Que derrière cet appel au sursaut que David Lisnard a porté, notamment, bon, c'est bien, c'était inévitable, je le comprends, je l'admets, mais j'ai peur que ça ne donne pas grand effet. En tout cas, c'est les élus locaux, je pense que c'est quand même les plus fondés en réalité à demander des choses. Ils connaissent absolument leurs besoins, ils connaissent généralement leur ville. Je regrette que l'Association des maires de France n'ait pas fait la même chose pour le maire de Saint-Brévin, qui est quand même parti avec la maison brûlée. Ils ont fait un communiqué simplement, ils n'ont pas eu des rassemblements. Quand même attaqués par l'extrême droite, c'était très violent. Mais il parlait beaucoup, mais ça n'en reste pas moins grave. Ouais. Ça aussi, il y a une tentative d'assassinat. Mais pourquoi vous faites toujours, pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous découpez en morceaux les choses? Non, mais c'est parce que Saint-Brévin, ça m'a pas... Saint-Brévin, vous avez une maison qui brûle avec la possibilité qu'il soit à l'intérieur. Quelle est la différence avec les roses? Peut-être que c'est la couleur politique du maire qui vous pose problème, mais les roses, c'est évidemment, il y a une intention de tuer. Donc c'est exactement la même chose. Et je vous rejoins sur l'idée que c'est quand même eux qui sont le mieux fondés finalement à demander des choses, parce qu'ils connaissent leur ville en fait. Ils connaissent vraiment leur ville. Et je suis heurté vraiment sur les roses. Ça m'a absolument traumatisé. Je pense à cette épouse. Ça n'a pas beaucoup de temps. Non, mais c'est un fait. C'est vrai que c'est extrêmement choquant et on le sait, on en parle souvent. Les maires MAIRES sont vraiment soumis à rude épreuve. D'ailleurs, il y a une espèce de désengagement. Maintenant, on ne trouve plus personne et là, on arrive vraiment un petit peu en bout de course, quoi. C'est un vrai problème. On a une minute. Allez-y. Alors qu'à une certaine époque, les maires étaient le maire était le personnage préféré. Ça reste encore. C'est quand même un fait qu'il y a quand même un souci qu'il faudrait peut-être revisiter. C'est depuis cette loi sur le non-cumul des mandats, les maires aujourd'hui ne peuvent plus être présents à l'Assemblée nationale et quand même on a un petit peu... beaucoup plus qu'ils... Et c'est ça, et c'est un vrai souci quand même. On n'a plus ces espèces de représentants locaux comme ça qui pouvaient parler pour plusieurs. Oui. Françoise Degaut, revue de presse des émeutes vue par les autres pays, elle est dure. Elle est dure pour nous. Français, hein. Elle est très dure pour nous, cette revue de presse, et surtout elle est intéressante parce que les pays jugent en fonction de leur actualité. Alors, pour la presse anglo-saxonne, alors inutile de vous dire que c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été le petit chéri du New York Times, du Guardian pendant des années. Là, maintenant, c'est terminé, sa sainteté Macron, c'est fini. Mais surtout, la presse anglo-saxonne met en avant l'idée qu'il y a un racisme systémique en France et que le problème vient de la police et des violences policières. C'est très étonnant de voir ces éditos qui sont uniquement... C'est répété par des éditorialistes français, en veux-tu, en voilà, ça, c'est autre sur chose. Les chaînes étrangères. J'en ai parlé hier dans mon coup de gueule. Non, mais c'est pas mon sujet, je parle pas de ça. Donc je vous parle des éditorialistes étrangers. Pour les pays de l'Est, quand on regarde la Pologne, évidemment la Hongrie, on considère que ces émeutes viennent de la difficulté à gérer l'immigration. Pour l'Allemagne, et ça c'est la difficulté, pour l'Allemagne, c'est attention, ces émeutes font place à l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Et je garde la meilleure pour les Italiens, parce que les Italiens, il y a une presse qui est très très riche, aussi riche que la nôtre. Il y a un journal que j'adore, qui s'appelle Il Manifesto, qui est un journal de gauche. Et qu'est-ce qu'il titre? J'ai trouvé ça très très grand clin d'œil et assez triste. Douce France. Voilà. Ils mettent, c'est assez fait intelligemment. Mais en tout cas, nous nous faisons évidemment critiquer, et surtout la personne d'Emmanuel Macron, avec toujours cette question qui revient en filigrane dans le New York Times, mais pas simplement dans le Frankfurter Allgemein, qui est un très grand journal, dans le quotidien du soir chez les Suisses. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron est à la hauteur de cette situation? Moi, je pense que la réponse est non. Mais voilà. Philippe Bilger.
J'avais lu tout ça. Les Américains, évidemment, considèrent qu'on est un pays en perdition, raciste, alors que moi, je suis plutôt du côté de la Pologne et de la Hongrie, bien sûr. Moi, non. Mais je ne suis pas forcément sur le racisme débridé, l'analyse débridée des Américains. Surtout que les Américains, en termes de racisme, en connaissent quelque chose. Non, mais c'est pour ça leur parle à eux. Les violences policières, ça leur parle à eux. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est toujours intéressant de voir à quel point c'est vraiment de la psychologie. Chaque pays, finalement, projette sa vision des choses. Donc les anglo-saxons, bien sûr, ils sont sur un modèle de société. Voilà, donc ils voient des problèmes qui peut-être n'existent pas chez nous, mais comme ils les ont chez eux, ils les voient chez nous. Et puis c'est vrai que ces fameuses démocraties dites illibérales, la Hongrie, la Pologne, qui sont sur une ligne complètement différente, c'est vraiment la paire de lunettes qui change, et c'est intéressant de faire la synthèse, si elle est possible. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Paris fait encore la une. Moi, j'ai beaucoup d'amis au Japon. C'est quand même incroyable que NHK fasse des breaking news sur les émeutes à Paris. Donc on se dit, en réalité, je ne sais pas comment on corrige. Les images sont assez spectaculaires. Je ne sais pas comment on corrige ces images. Vous avez vu qu'il y a le ministère, le Foreign Office de Grande-Bretagne, britannique, qui interdit, qui déconseille aux Anglais de venir en France pour cause de violence. Donc comment fait Emmanuel Macron avec ça? Moi, je ne veux pas l'accabler parce que, écoutez, il est chef d'État. On ne va pas redire tout ce qu'on en pense. C'est pas le sujet. On peut décider chaque jour que c'est un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il fait de ça, Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il fait autrement que blablabla dans les salons de l'Élysée devant des caméras? La France est très éruptive. Oui, et juste une petite info, je suis passée devant un bus brûlé hier. C'est extrêmement impressionnant. Je suis d'accord avec vous. L'image, elle est incroyable. Moi, j'ai un copain Quand vous les voyez en vrai de près, c'est très impressionnant. J'ai un copain qui habite dans le 19e, il m'a dit ce matin, enfant, je suis descendu, le Monoprix a disparu, la Poste, il n'y a plus de bagnole. C'est vraiment terrifiant. Jean, pour vous, c'est les réseaux sociaux très importants, forcément, dans cette période, l'incapacité de l'État à les contrôler, pour vous. Mais oui, c'est un vrai souci. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, ce sont ces fameuses boucles qui existent sur des réseaux sociaux. Certaines sont privées, d'autres sont publiques, et notamment le réseau social Telegram, avec des boucles. Je ne vais pas donner le nom de ces boucles-là. Elles sont dans le journal. Je ne veux pas faire la promotion. Ce sont des boucles publiques sur lesquelles les casseurs relayent les vidéos de leurs exactions, et c'est extrêmement choquant. Oui, eux présentent ça comme des trophées, et au-delà du fait que ce soit extrêmement choquant, c'est vrai que c'est inouï de se dire que l'État français est dans l'incapacité de décider de suspendre des communications sur les réseaux sociaux qui sont très très graves. On a un ministre de l'Intérieur qui est en capacité de dissoudre un collectif écologiste, et là, avec les réseaux sociaux, manifestement, ce n'est pas possible. On a le même problème dans les cas de harcèlement scolaire, avec des gamins qui sont sous des tombereaux d'insultes. On se dit quand même, l'État pourrait dire, bon là, on arrête tout, on a le nom des harceleurs, on coupe. Pareil pour les boucles Telegram. Et là, c'est terrible, si vous voulez, c'est le nouveau monde ultra-libéral. Vous avez des réseaux sociaux, mais en fait, le patron, c'est un individu privé. On voit Elon Musk avec Twitter, il fait ce qu'il veut, ce monsieur. C'est pareil. En même temps, il coupe des comptes et ils renaissent en bien sûr. Oui, moi je suis d'accord. Après, il y a deux choses sur les réseaux sociaux. Il y a ce que vous dites, et puis il y a ce qui a été fait avec Cerfia, vous savez, qui est ce compte qui a pris une telle ampleur d'actualité, qui était avant conflit.fr, et Cerfia a témoigné du fait que le ministère de l'Intérieur les a appelés pour arrêter de diffuser des images, Moi, ça me pose un vrai problème aussi, parce que on peut utiliser, les réseaux sociaux dans ce sens-là. Moi, j'utilise les réseaux sociaux comme une véritable agence de presse, puisque tous les journaux diffusent leurs informations sur Twitter. Ça m'a beaucoup gêné qu'on régule les images. J'avais l'impression qu'il ne se passait plus rien, alors qu'en réalité, il se passait beaucoup de choses partout. J'ai entendu que le garde des Sceaux voulait faire péter Snapchat. Je ne sais pas si c'est bien. C'est comme Telegram, c'est le même genre. Il peut faire péter ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il va faire? Jean, pardon, en réponse à Françoise de Gois, vous êtes journaliste, Françoise, vous avez la lucidité pour faire le tri. Le problème, c'est que là, on a quand même des mômes qui sont embrigadés par des images qui les montrent, que si vous voulez, dans l'excitation. Oui, mais ils ont accès aussi à ça. Oui, ils ont peut-être accès. Ils vont pas sur Twitter déjà, les mômes. Je vous dis juste que ça m'a gêné ce week-end que Twitter soit régulé. Il se passait beaucoup de choses partout en France, et beaucoup de gros comptes d'information, à la demande du ministère de l'Intérieur, n'ont pas retranscrit ça. Ça ne va pas.
Restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix. Les premières sanctions contre les casseurs et pillards vous semblent-elles dissuasives? Pour l'instant, vous dites non à 91%. Un petit peu quand même, non, 0826 300 300. Appelez-nous, on vous attend jusqu'à 19h. À tout de suite. Cette émission, on la fait tous les jours avec grand bonheur, avec Philippe Bilger, avec Françoise de Goat quand elle est là, avec Jean Dorido quand il est là, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Ouais, vous n'avez pas mangé là, c'est bizarre, non? Non, Qu'est-ce parce qui que se passe? vous m'avez fait la remarque que manifestement ma chemise avait dû rétrécir ou mon ventre augmenté de volume. Je pense que c'est la chemise qui a Françoise de Goat rétréci. m'a fait exactement la même remarque. Donc, quand on est victime de propos fielleux, on en tire des Il y conclusions. a quand même une forme de harcèlement moral sur Mais notre c'est personne. pour vous qu'on fait ça. Il y a une c'est forme de pour harcèlement vous. moral Voilà. sur vous. On apportera à manger vendredi. Bah Tu non, mais vous fait pas en fait- penser à Winnie en fait, l'ourson? vous T'as avez l'impression qu'il arrive en studio avec son pot de miel. Mais oui, mais lui, il a le ventre trop près du tissu, c'est ça le problème. C'est ennuyeux pour dermatologiquement parlant. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et à Nanterre, Marseille, les tribunaux judiciaires ont prononcé dès vendredi en comparution immédiate les premières condamnations pour les pilleurs de magasins et les émeutiers. Pour la majorité d'entre eux, ce sera la prison ferme. N'est-ce pas la réponse, entre guillemets, judiciaire rapide, ferme et systémique que réclamait le garde des Sceaux, Philippe? Oui, et moins qu'on puisse dire, c'est que certains juges se félicitent d'avoir prononcé des peines exemplaires pour stopper l'engrenage. Alors certains qui ont été pris pour pillage avaient un casier vierge, mais ils ont pris de la prison ferme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Première incartade, première sanction, ou est-ce que vous dites non, là ça va trop loin? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels, vos réactions au 0826 300 300, où Zach se fera un plaisir de prendre votre appel. Et pour l'instant, pour les premières sanctions contre les casseurs de pillards, vous semble-t-elle dissuasive? Vous dites non à 91%. Rudy Mana est avec nous, porte-parole d'Alliance Police Nationale. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe, quand on regarde effectivement les premières sanctions qui viennent de tomber, qui sont pourtant sévères, nos auditeurs estiment qu'elles ne le sont pas assez. Est-ce que, et pourtant? Je les apprends là. Franchement, je n'ai pas suivi les condamnations prononcées avec suffisamment de détails. Je suis aussi intéressé par les explications que donnent les gens, les jeunes, devant les tribunaux. Je trouve que pour l'instant, d'après ce que j'apprends de vous, ça me paraît normal. C'est même sévère, mais je peux comprendre que même avec un casier néant, compte tenu de la particulière transgression au cours de ces 5 jours d'émeute, voire 6 peut-être, j'espère que non, eh bien on aille jusqu'à, vous avez parlé 2 ans d'emprisonnement, pourquoi pas, ça ne me choque pas. François... Mais je ne connais pas l'ensemble du tableau pénal en France. Il faut toujours des exemples, Françoise? Alors, la justice, et tous les magistrats vous le diront, ne gère pas par l'exemple. La justice, c'est pas la vengeance et on ne fait pas des exemples. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on peut imaginer quand même que dans un coin de la tête, je crois qu'ils sont 3 magistrats, c'est ça, oui. Philippe, à prendre la décision, il y a quand même la volonté d'une peine, d'une exemplarité. Donc, moi, je trouve que ça commence à être lourd, 2 ans ferme, et c'est mérité. Je trouve que c'est sévère et que c'est juste. Ensuite, sur les explications, assez rapidement, j'écoutais de nombreux témoignages. Il y a beaucoup de mineurs qui disent finalement on a été pris dans le flot, etc. Mais quand même, il ne faudrait pas, et je vois bien la tendance, il ne faudrait pas substituer cette idée que finalement ces mômes s'en fichaient complètement de Naël et ils avaient juste envie de faire les magasins, souvent d'ailleurs manipulés par des plus grands. Il ne faut pas oublier non plus le point de départ. Autant je ne suis pas d'accord avec la France Insoumise qui n'a pas condamné, et j'ai condamné la France Insoumise, moi, de ne pas l'avoir fait. Autant je pense que Mathilde Panot a raison quand elle dit l'ordre, ça ne se décrète pas, et surtout, il ne faut pas oublier le point de départ. On a complètement zappé le point de départ de la mort de Naël. Oui, et donc c'est assez sévère pour moi, je pense. Ce qu'ils disent que durant les auditions, Jean Dorido, 2 seulement ont parlé de rébellion dans le cadre de la mort de Naël et pas les autres. Oui, bon, alors ce sont quelques cas pour le moment. Hein, l'avenir nous en dira davantage. Sur ces sanctions, bon, moi je ne suis pas juge, pour le coup, Dieu me préserve. Donc la première question, d'après moi, c'est de savoir si ces peines vont être exécutées. La deuxième, c'est si elles le sont, comment vont-elles être exécutées? Et puis surtout, la troisième question essentielle, c'est est-ce que ça va porter ses fruits en termes de réinsertion, si vous voulez? C'est que est-ce que ces sanctions vont aller dans le sens
l'émergence de jeunes qui ressortiront de cette épreuve davantage citoyens, davantage lucides, davantage, je dirais, dans le comportement républicain. Et ça, quand même, hélas, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, manifestement, ce n'est pas ce qui se passe traditionnellement. Du côté police, forcément, Rudy Mana, quand vous entendez ces peines, c'est ce que évoque souvent la police, de dire que finalement les arrestations ne sont pas suivies de faits et que tout le monde est relâché assez rapidement. Est-ce que là, vous êtes plutôt, je ne vais pas parler de contentement, mais plutôt assez positif, en tout cas, sur ces peines? Oui, complètement. Très honnêtement, c'est de cette manière qu'on voudrait que la justice travaille. Je rappelle quand même que ces condamnations, effectivement, moi je les considère justes et bien faites. Mais je suis même surpris qu'elles soient presque aussi élevées pour certains cas. Mais en fait, c'est comme ça que l'on doit donner l'exemple. Parce que je rappelle quand même qu'on a vécu 4 jours d'enfer, il faut se le dire. Nous, les forces de police, on a vécu 4 jours d'enfer et je vous assure qu'on n'était pas loin du point de rupture et qu'on a vraiment été, là pour le coup, la dernière digue républicaine. Je peux vous assurer d'ailleurs que ça nous a extrêmement resserrés dans nos rangs. Et hier soir, je raconte cette petite anecdote, hier soir sur le Vieux-Port à Marseille, alors que la situation était extrêmement calme, on a eu des centaines de passants qui se sont arrêtés pour nous remercier du travail qu'on avait effectué en nous disant « vous nous avez sauvé les vacances, je pense que vous avez sauvé la République », tellement la pression était énorme. Donc je trouve que les sanctions sont plutôt méritées. On peut considérer parfois même qu'elles sont un poil élevées pour des primo-délinquants, puisque en tout cas ça n'arrive jamais, je vous le dis, parce que j'ai eu des collègues qui travaillent au Palais de Justice de Marseille tout à l'heure qui m'ont dit « pour ce genre de fait, on a rarement des mandats de dépôt, rarement de la prison ferme. Et là, on a eu de la prison ferme avec des mandats de dépôt. Donc, très clairement, la justice a tapé sévèrement. Mais vraiment, je crois que c'était absolument nécessaire. Mais vraiment absolument nécessaire. Parce qu'on aurait donné un signe absolument catastrophique si on avait relâché 99% des gens, comme parfois on peut le voir. Ça aurait été un signe catastrophique pour la population de voir que, alors qu'ils ont détruit des villes entières, parce que Marseille, Lyon, la région parisienne, je pense à Nanterre, la ville a été détruite, quoi. Il faut se dire les choses. Et c'est mérité. Alors parfois, il y a des gens qui ont dit je suis passé devant, j'ai trouvé 3 pantalons, je les ai pris. Ben ouais, et malheureusement, il a été pris et du coup, il a été condamné sévèrement. Ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que c'est un couple. Ils étaient un couple, ils ont partagé les vêtements avec leur famille et ils disent on était là par hasard et on a ramassé les vêtements. C'est fou en fait. Oui, si c'est vraiment le cas, c'est fou. Après, peut-être c'est pas le cas du tout et qu'ils étaient là aussi avec les émeutiers. Ça, personne ne le saura. C'est leur vérité. Je dis ce qu'ils ont dit. Je répète ce qu'ils ont dit. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, en fait, effectivement, quand on voit ça, on se dit oh là là, mais c'est incroyable. Mais pourtant, franchement, il fallait vraiment punir sévèrement parce que moi, je l'ai vu. J'ai eu plein de réunions avec des élus politiques, des commerçants. Mais les commerçants, franchement, ils ont vécu. C'est horrible pour eux. Je pense aux commerçants marseillais, aux commerçants lyonnais. C'est horrible pour ces gens qui travaillent toute leur vie et qui voient qu'en 2 jours, on leur a tout pillé, tout détruit, quoi. C'est des gens qui bossent, qui vraiment s'arrachent pour obtenir ce qu'ils ont. Et rien que pour eux, il était nécessaire de sanctionner parce que, franchement, nous, ils nous ont arraché le cœur. Je vous le dis très clairement. On les a vus, ces mecs-là, ces personnes-là, ça nous a arraché le cœur de les voir, quoi. Et on a fait ça aussi pour eux. Parce qu'on a subi l'enfer, je ne vous le cache pas, on a tout subi pendant 3 jours. On a vécu des choses absolument abominables. Et je voudrais avoir une pensée extraordinaire pour tous les policiers et les gendarmes qui ont travaillé sur ces émeutes-là. Mais franchement, on avait un but. Le but, c'était de sauver notre pays, c'était de sauver ces rues commerçantes, c'était de sauver ces gens qui s'arrachent toute la vie, qui travaillent, mais vraiment d'arrache-pied pour gagner des salaires parfois qui ne sont pas si importants que ça. Et on avait envie de faire ça pour eux et de faire ça aussi pour
pour le peuple, pour ces gens-là qui disaient mais qu'est-ce que c'est ce truc quoi. Philippe Ligère veut réagir. Je rejoins absolument ce que vient de dire Rudy. On vous entend pas, Philippe. Pourquoi on n'entend pas Philippe? Voilà. Moi aussi, je rends hommage évidemment à la police et à la gendarmerie qui, au cours de ces jours, a cherché à éviter un pire encore plus accablant. Mais je ne voudrais justement pas que cette période exceptionnelle depuis le 27 juin fasse oublier qu'avant, de mon point de vue, on n'a pas forcément un État régalien qui fonctionne à la perfection. Je veux dire, avant le 27 juin, je considère que parfois la justice était trop faible, que l'exécution des peines ne se faisait pas bien, ainsi de suite. Donc je ne voudrais pas que ça apparaisse d'une certaine manière, je rejoins Françoise, comme une période exceptionnelle qui nous dissuade de nous pencher sur la quotidienneté qui, heureusement, n'est pas faite que d'émeutes. Françoise, et juste après on prend Marie-Christine et après vous. Je voulais juste dire que, bon, moi, Rudy, je vous apprécie beaucoup parce que vous intervenez souvent dans Les Vraies Voix. J'ai pas du tout apprécié votre communiqué sur la guerre civile et les nuisibles. J'entends ce que vous dites. Je sais que vous avez vécu l'enfer, vraiment. Je pense les habitants, les commerçants, etc. En revanche, il faut bien peser les mots sur une guerre civile. Une guerre civile, c'est quand vous avez des 2 ou 3 blocs de population entière qui se soulèvent et qui se font face pour garder ou prendre le pouvoir. Ça n'est pas ça qui s'est passé. Il s'est pas passé une guerre civile. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Je ne parle pas pour vous, hein, Rudy, mais dans le comment dirais-je, dans le jargon politique depuis quelques jours, on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est une bande de casseurs qui s'en sont pris et qui ont défié l'autorité de l'État et les institutions et les magasins. Ça n'est pas une guerre civile. La France n'est pas le Liban. La France, nous ne sommes pas en phase de libanisation et nous ne sommes pas en phase de guerre civile. Il faut vraiment le dire. Et félicitations aux pompiers et à vous, policiers, gendarmes, parce que faut quand même du courage, je pense, pour ramasser ce que vous ramassez sans riposter. En fait, le vrai miracle, c'est qu'il n'y a pas eu de mort. Voilà, c'est ça. A perdu la vie hier, faut-il le rappeler. Mais ça n'a rien à voir avec les émeutes. La journaliste de l'AFP s'est excusée. C'est un hommage aux pompiers de ma part. Ça n'a rien à voir avec les émeutes. En revanche, on peut rendre hommage à tous ceux qui ont nettoyé, bien entendu. Juste avant vous, Jean Rideau, pardon, Marie-Christine, vous vouliez réagir parce qu'elle attend depuis longtemps. Oui, exactement. Alors il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est enfin. Et le deuxième, c'est comme disait Laetitia Bonaparte, pourvu que ça dure. C'est bien. Je suis comme Jean Dorido, je me demande, comment vont être appliquées ces peines exemplaires, et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas un feu de paille et qu'on recommencera comme avant à trouver des excuses à ce qui est inexcusable, et ce qui est inexcusable, c'est pas ce que dit Monsieur Macron, c'est en face que c'est inexcusable. C'est inexcusable de tuer un enfant quand même, non? Enfin, j'en sais rien, Marie-Christine, mais... Non, mais attendez... Oui, mais encore faut-il que ce soit le cas. Enfin, c'est le cas. Non, on va pas recommencer. Attendez, Marie-Christine, parle, les amis. Oui. Allez-y, Marie-Christine, pardon. Oui, non, d'accord, bien sûr que c'est dommage. C'est pas dommage, Marie-Christine. Il aurait simplement... Il aurait obtempéré comme on lui demandait de le faire. Évidemment. Ça ne serait pas arrivé. Je peux pas entendre ça. C'est affreux de parler comme ça, sérieusement. Oui, vous avez raison. Vous avez le droit de penser ça, mais je trouve que là, on atteint un niveau, si vous voulez, de déshumanisation complètement délirant. Allez, Jean, restez avec nous, Christine. Christine, attendez, restez avec nous. Pour continuer sur cette question, là, nous commentons effectivement les décisions de la justice concernant les émeutiers. Bon, c'est un fait, il y a un temps de la justice. C'est vrai qu'il y a un policier qui est mis en examen aujourd'hui au titre d'homicide volontaire, et c'est un fait, je rejoins Françoise, on aimerait quand même comprendre ce qui s'est passé. C'est pas possible, c'est un fait. Un enfant prend une balle dans la tête tirée par un policier. Non, pas dans la tête, dans le cœur. Là, on dit il y a un problème, on aimerait comprendre, on a envie de comprendre, et on est en attente d'avoir, et l'instruction hélas risque d'être longue, et c'est vrai qu'on a envie que ce temps de la justice quand même aide à mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que là c'est un fait, on a des punitions qui arrivent très vite. Ok. Maintenant c'est vrai qu'on a envie, c'est vrai que c'est pas audible
mais c'est décorrélé. Le pillage n'a rien à voir avec Naël. C'est un fait que c'est pas audible aujourd'hui. Oui, il y a cette fameuse loi quand même sur l'usage de l'arme à feu, cette une règle qui a changé sur l'impulsion du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Manifestement, il y a beaucoup plus d'usage d'armes à feu aujourd'hui côté police, ce qui n'est pas le cas en gendarmerie. Et c'est vrai qu'on aimerait comprendre, c'est pas possible que quelqu'un prenne une balle pour un refus d'obtempérer. Il y a un problème. Je voudrais poser une question à Rudy Mana. Désolé, je vais revenir un peu en arrière. Quand il y a eu AZF à Toulouse, il y a eu beaucoup de pillards. Et le tribunal, je m'en rappelle, j'habitais Toulouse à l'époque, avait fait des comparutions immédiates tout le week-end avec des mandats de dépôt systématiques. Je m'en souviens, c'était très bien. Je vous promets, j'y habitais. Et c'était très bien. Est-ce que c'était pas un peu la même chose? C'est pas la même chose sous le coup de l'émotion, parce que les gens sont outrés qu'on puisse piller des victimes d'une explosion ou de saccage, que là la justice réagit, mais qu'on va revenir aux bonnes vieilles méthodes après. Allez. Et sinon, c'est très court. C'est possible que ce soit ça. Mais effectivement, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que, en fait, ce que demande la totalité des Français, c'est que cette justice réponde immédiatement. C'est insupportable d'attendre 18 mois parfois pour qu'un auteur de fait soit condamné pour des faits qu'il a commis vis-à-vis d'une victime. En fait, ce qu'on veut, c'est une réponse rapide et efficace. Mais Rudy, et quand on est policier... Rudy, maintenant, je vous interromps, mais parfois la justice a besoin de temps pour démêler le vrai du faux, pour séparer le bon grain du vrai. L'idée d'une justice rapide et expéditive, écoute, en Chine, Françoise, il y a les images, dans l'absolu. Ils ont les images des gens qui volent. Je l'entends, mais ce que je veux vous dire, c'est que aussi de Naël qui prend une balle. Mais non, pourquoi vous les bien sûr que pour ce qui s'est passé... Naël qui prend une balle, c'est très biaisé ce que vous dites. Pourquoi? On pourrait raconter la manière exacte dont ça s'est passé. Alors ne dites vous pas... Vous pourrez la raconter, vous? Non, mais je pourrais la raconter. Françoise, Philippe, on ne rien du tout. On peut pas comparer les deux, ça n'a rien à voir. On parle de gens qui ont volé des vêtements, là. Oui. Donc on a les images. Nous aussi, on a les images de Naël. S'il vous plaît. 0826 300 300. Isaac qui est avec nous. Isaac, vous nous appelez, vous n'êtes pas d'accord avec Rudy Mana? Regarde, je vous parle. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, Isaac. Ouais, je voulais dire que je suis un peu... la partie que j'ai entendue. J'aurais peut-être... Isaac, on n'a pas entendu ce que vous disiez. Oui, ça a Allez-y. J'étais un peu effrayé par tous les raccourcis que j'ai entendus. Ah, là, on vous entend plus du tout. Alors, vous êtes à Saint-Gaudens, Isaac. Ah, là, ça va mieux. Allez-y. Levez un bras. Là, vous m'entendez? Allez-y. Là, c'est bien. Levez un bras, ça fait antenne. Oui. Est-ce que vous m'entendez encore? Non, c'est pas bien. C'est pas très bon. Allô, là, c'est bon. Allez-y. Laissez-le parler. Je disais, un peu effaré par tous les raccourcis que j'ai entendus. Vous m'entendez? Oui. Pas très bien. Bon, tant pis. Allez-y, bougez pas, Isaac. On vous entend. Là, vous m'entendez ou pas? Oui. Je suis désolé, je rappelle. J'étais un peu effaré. Tous les raccourcis que j'ai entendus, il faut savoir que les émeutes, c'est une minorité de gens dans les quartiers. Tous les gens qui sont dans les quartiers, la plupart travaillent. On sait que la moitié sociale ne sont pas dans les gens. Alors, le raccourci qui est fait entre les émeutiers et les allocations, pour moi, il est détestable. Bravo. Et je veux dire aussi que vous êtes une radio, peut-être que cette nuit, ce matin très tôt, les gens sont venus nettoyer vos bureaux. Est-ce que vous vous posez la question, où sont les enfants de ces gens qui sont venus nettoyer vos bureaux ce matin? Voilà. Mais Isaac, on le dit assez régulièrement. Nous, on ne fait pas du tout de généralité. Vous savez très bien que nous, on est en plus la radio des territoires. Et donc, nous, on n'est pas du tout dans cette mouvance-là. Et on ne peut pas le dire. Et nous, ici, il y a effectivement des gens qui nettoient. Elle s'appelle Anna. Tout le monde connaît son prénom. Oui. Elle fait partie de la famille. Donc, on n'est pas du tout dans cette veine-là. Vous vouliez réagir, Françoise, ou le dernier mot peut-être? Je suis très contente de ce qu'a dit Isaac sur les raccourcis. Voilà. Je pense que cette situation ne peut pas demander de binarité. Il faut de la complexité. Il faut penser contre soi-même, il faut arrêter les réflexes pavloviens. D'un côté, je soutiens mordicus la police, de l'autre, je soutiens mordicus les casseurs. Il faut trouver ça. Et je n'ai pas aimé, je le redis, Rudy, et j'aimerais que, je ne sais pas si vous êtes signataire, j'ai détesté votre communiqué. Je trouve que c'est effrayant. Juste le mot de la fin. En 20 secondes.
Si vous voulez, je peux répondre. Vous savez, nous, Françoise, croyez-moi, on discute avec ces gens dans les cités. Je vous assure que si aujourd'hui, il y a une institution qui discute avec ces jeunes dans les cités, c'est bien la police. Alors, bien sûr que parfois, c'est le jeu de chat à la souris. Bien sûr que ça se passe mal parfois, etc. Mais nous, au moins, on y va et on discute avec eux. En ce qui concerne le communiqué, vous savez, on a un syndicat de police. Et un syndicat de police, il est là pour défendre les policiers. Et je vous assure que les retours des policiers de terrain, je vous assure que c'était ces mots-là qu'il nous disait. Et alors, vous êtes pas obligé, il faut des filtres, Rudy. Il faut des filtres, Rudy. On ne peut pas qualifier une partie de la population de nuisible. On lui laisse le mot de la fin, pardon, Françoise, excusez-moi. Pardon. Et vraiment, nous, on est là pour remonter les propos des policiers de terrain. Alors, je peux entendre ce que vous dites parce que ça a pu choquer, mais véritablement, ces 3 jours qu'on a vécu dans la rue, je vous assure qu'il y avait des gens qui étaient là pour tuer, pour détruire, pour nuire à la vie, nuire à la vie de tout un chacun. Et vraiment, alors, on peut parler peut-être sur le mot guerre, peut-être guérilla, on aurait pu employer, mais je vous assure qu'on ne pouvait pas employer en dessous de ça. Parce que c'était les retours qu'on avait des policiers de terrain, et nous ne sommes que les porte-paroles de nos collègues, et c'est pour ça qu'on l'a fait dans ce sens-là. Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci beaucoup, porte-parole d'Alliance Police Nationale. Merci, Isaac. Malheureusement, vous n'entendez pas du tout. Et vous restez avec nous. On fait une petite pause et avec déjà ça sonne au standard pour Sonia qui veut nous parler. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est toujours ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise de Gois, Jean Dorédo, avec Ça Discute. Il y a du débat. Bah, c'est la passionné. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne. On se rejoint sur l'essentiel quand même. On se rejoint effectivement sur l'essentiel. Parlons vrai, c'est marqué sur nos murs, donc on va pas vous embêter sur ce sujet-là. En tout cas, nos éditorialistes du jour. Et puis Sonia est avec nous parce que tout à l'heure on vous a coupé, Sonia, malheureusement. C'était l'arrivée du tour. C'était l'arrivée du tour. Et donc du coup, on vous laisse. Et à la Philippe, elle n'a pas gagné. Vous avez dû finir comme les coureurs au sprint. Et on évoquait la sanction financière sur les familles. Est-ce qu'il faut sanctionner financièrement les familles, Sonia ? En fait, moi j'ai 2 points de vue. On est obligé de vous arrêter, il y a le Tour de France. Non, je vais allez-y. Bon, donc en fait, comme je le disais, moi j'ai plutôt 2 points de vue. Alors le premier qui serait de dire qu'effectivement il faut sanctionner parce qu'il y a d'une part une certaine injustice quand même pour toutes ces personnes qui effectivement travaillent, paient des impôts et effectivement en France en plus on n'est quand même pas hyper nombreux à payer des impôts sur le revenu finalement. À 43% à peu près. Voilà, donc si effectivement c'est ces 43% de personnes qui se retrouvent impactées alors qu'effectivement ils n'y sont pour rien pour la majorité, même la totalité quasiment, finalement il y a une vraie injustice là-dedans. Et les assurances vont rembourser quand même, on fait comme si ils avaient tout perdu d'un seul coup. L'État est son propre assureur pour tout ce qui est bien public. Non mais ça j'ai bien compris, mais pour les bagnoles brûlées, etc., les commerçants, etc. Quand on est assuré au tiers, Françoise, on n'a pas d'argent. Pour une voiture, il y a plein de pauvres gens qui ont des petites voitures qui méritent de rouler. Et là, ils ont plus de caisse. Ça dépend des assurances que vous prenez, même quand dans un commerce. Sonia, on vous écoute. Alors en plus, je suis dans les assurances. Donc, ce qui fait que clairement, moi, ce sujet-là, je trouve ça totalement anormal. C'est vrai, il y a des assurances, mais maintenant, les assureurs sont pas là non plus pour payer à chaque fois qu'il y a des dégâts causés par des tiers lors d'émeutes. À un moment, c'est pas non plus normal, ça. Pourquoi ? Donc, je pense qu'effectivement, il y a comme... Non, mais parce que c'est à l'État de faire établir l'ordre. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais tout ça, les assureurs... Vous savez, si on la reprend, Françoise, et Jean, c'est pour qu'elle puisse parler, parce que si elle ne peut pas en placer une, on va redémarrer après. Pardon. Donc, bon, voilà, mon premier point de vue par rapport à ça, il est là. Par contre, après, effectivement, concernant ces jeunes qui sont allés dans les rues et voilà, on retrouve un peu les mêmes profils de jeunes, moi, j'ai aussi connu ce problème avec mon fils, et pourtant, on est famille lambda, on va dire, et j'ai connu ce problème avec mon fils qui s'est retrouvé embrigadé avec des dealers. Et j'ai connu ce problème, tout ça pour dire qu'effectivement, je comprends que ce soit extrêmement difficile pour les parents de redresser la barre, de les tenir, de tout ça, et qu'on passe par des étapes qui sont extrêmement difficiles et que tous les parents ne sont pas armés pour le faire. Et pourtant, vous n'êtes pas une famille dysfonctionnelle, mère célibataire, élevant seule ses enfants. Merci de ce témoignage. J'apprécie votre honnêteté parce que je n'en peux plus d'entendre 67 millions de parents parfaits avec toutes les mères démissionnaires de la banlieue. C'est
pour ça que c'est aussi important de le dire, et c'est pour ça que je disais j'ai deux opinions. Il y a la première qui effectivement, il y a une injustice réelle, et il y a la deuxième qui est de reconnaître qu'effectivement c'est très très dur de redresser la barre quand on a parfois un enfant qui n'est... Ben voilà, j'en ai 3, j'en ai un qui a dévié. Certes, aujourd'hui, il est reparti dans les rails, mais à quel prix? Ça a été extrêmement dur. Alors, pardon Sonia, j'ai une question très bienveillante. Non, c'est impossible, c'est impossible. D'accord, félicitations à Sonia. Voilà, je trouve que Sonia, elle assure. Ben oui. Oh, joli. C'est bon ça. Vous avez entendu cette blague débile? Mais elle est excellente, ceci dit. Elle est débile, mais elle est bien. Elle tombe pile poil. Merci beaucoup, Sonia. Et avec toute franchise. En toute franchise. Joli. C'est une émission touriste. C'est Sonia qu'on préfère. Merci Sonia. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Jean Dorédo. Et merci et pardon pour le retard. On vous souhaite une très belle soirée. Dans un instant, on va vous parler de l'emploi. Et Muriel Pénicaud sera avec nous, avec Jérôme Laverny. À tout de suite.